Prends tes affaires et tire-toi. C'est ma maison maintenant. Ne reviens jamais. Ma propre fille venait de me jeter un sac poubelle aux pieds avant de me claquer la porte au nez. Je suis resté là, sous la pluie battante de Lyon, à 62 ans, pensant que ma vie était finie. Mais quand j'ai ouvert ce sac, j'ai trouvé 650 000 € en liquide et une lettre. Le lendemain matin, j'ai pris la route pour l'adresse indiquée à l'intérieur. Quand j'ai franchi cette porte, j'ai été sous le choc en voyant qui m'attendait. La personne qui se trouvait dans cet appartement du 17e arrondissement de Paris a tout changé. Mais avant de vous révéler de qui il s'agissait, dites-moi, avez-vous déjà eu quelqu'un qui a cru en vous quand tout le monde vous avait abandonné? Répondez par oui ou par non en commentaire, car vous aurez besoin de ce contexte pour comprendre la suite. Je m'appelle Bernard Morel. J'ai 62 ans, je suis veuf, et jusqu'à cette nuit d'octobre, je pensais savoir ce que signifiait le mot famille. J'ai passé 40 ans à diriger la quincaillerie Morel, dans le quartier de mon plaisir. Quand ma femme, Béatrice, est tombée malade il y a 10 ans, j'ai vendu le magasin pour payer des traitements expérimentaux qui n'ont malheureusement pas fonctionné. Avec ce qu'il restait, j'ai fait construire une villa modeste mais élégante dans les Monts d'Or. Il y a 3 ans, ma fille Camille a épousé Bastien Castaldi, un promoteur immobilier au sourire trop blanc et à la poignée de main trop ferme. Ils se sont installés chez moi temporairement. Le temporaire est devenu permanent. Cela ne me dérangeait pas, Camille était mon enfant unique et, après le départ de Béatrice, j'appréciais la compagnie. Mais ces derniers temps, Bastien insistait lourdement. « Allez, Bernard, fais une donation de la maison à Camille, disait-il. C'est de l'optimisation fiscale, répondait-il à mes refus. Je lui rétorquais que j'avais 62 ans, pas 95. La maison valait désormais 2,2 millions d'euros, et les yeux de Bastien brillaient de plus en plus à chaque fois que ce chiffre était mentionné. Ce mardi soir d'octobre, tout a basculé. Bastien a jeté des documents sur la table de la salle à manger. Signe ça. Le transfert de propriété au nom de Camille. J'ai secoué la tête. Je ne signerai rien. Sa mâchoire s'est contractée. Tu es égoïste. Cette maison vaut une fortune. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un AVC demain? Nous devons la protéger. Je me suis levé lentement. La protéger ou la contrôler? Le visage de Bastien a rougi de colère. Espèce de vieux têtu. Tu vis sous notre toit. J'ai crié que j'avais construit ce toit, chaque poutre, chaque mur de mes propres mains. Camille était assise en face de nous, pâle et silencieuse. C'était étrange. Ma fille ne restait jamais silencieuse lors des disputes. Elle fixait ses mains, ses doigts tremblants se tordant nerveusement. « Camille, ma chérie, parle-moi. » Elle n'a pas levé les yeux. Bastien s'est approché de moi. « Signe les papiers, Bernard, ou il y aura des conséquences. » Est-ce une menace? C'est une promesse. Dehors, la pluie lyonnaise commençait à tambouriner contre les vitres. Camille ne croisait toujours pas mon regard. Cela aurait dû m'alerter. Puis, elle s'est levée. Sa voix était glaciale, mais ses mains tremblaient. « Papa, je n'en peux plus. » De quoi parles-tu? Papa, c'est toi le problème. Tu es un fardeau. Une encre qui nous tire vers le bas. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. Elle a attrapé un sac poubelle noir dans le placard de l'entrée et l'a jeté à mes pieds. Prends tes ordures et tire-toi. C'est ma maison maintenant. Ne reviens jamais. Bastien a croisé les bras avec un sourire narquois. Camille, je t'en prie. Elle ne me regardait plus. Bastien m'a poussé vers la porte. Tu l'as entendu. La porte a claqué. Je suis resté sur le perron, sous l'averse, serrant ce sac poubelle contre moi. Mon esprit était vide. Je me suis traîné jusqu'à un abribus à quelques rues de là et je me suis effondré sur le banc froid. La pluie martelait le toit en plastique. Mon cœur était brisé et ce sac poubelle posé à côté de moi était la seule chose qu'il me restait. Je suis resté là je ne sais combien de temps, l'eau transperçant ma veste, mes mains engourdies. La fille que j'avais élevée seule venait de me jeter comme un déchet. Qui avait-il dans ce sac? Je n'en avais aucune idée, mais j'allais bientôt le découvrir. À l'intérieur de ce sac, sous la lumière vacillante du lampadaire, j'ai trouvé l'impensable. Mes mains étaient gelées,
mais j'ai enfin trouvé le courage de l'ouvrir. Je pensais trouver de vieux vêtements ou des babioles dont Camille voulait se débarrasser. Au lieu de cela, mes doigts ont touché des liasses enveloppées dans du plastique. Des billets, des piles de coupures de 100 et 200 €. J'en ai sorti une, puis une autre. Mes mains tremblaient pendant que je comptais. 650 000 € en liquide. C'est quoi ce délire? Ai-je chuchoté. D'où ça vient? Puis j'ai vu une enveloppe au fond. Mon nom était écrit de l'écriture de Camille. Mon cœur battait la chamade alors que je la déchirais. Papa, si tu lis ceci, c'est que le plan a fonctionné. Je suis désolé pour ce que j'ai dit ce soir. Chaque mot était un mensonge. Il y a un mois, fin septembre, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Bastien était dans le bureau au téléphone. Je suis allé chercher de l'eau et je l'ai entendu à travers la porte. Il parlait à Valérie Morin, sa comptable et sa maîtresse. J'ai réalisé cette nuit-là qu'il préparait quelque chose de terrible contre toi, papa. Bastien est dans de sales draps. Son dernier projet immobilier à Villeurbanne est un fiasco. Il a dilapidé plus de 3 millions d'euros de l'argent des investisseurs au casino et a falsifié des documents pour le cacher. La maison est sa seule issue. Elle vaut plus de 2 millions, mais elle est à ton nom. Il prévoyait de simuler un accident, une chute dans l'escalier ou une urgence médicale pendant ton sommeil. Une fois que tu aurais disparu, il aurait falsifié ta signature pour le transfert de propriété, hypothéqué la maison et disparu avec Valérie. J'ai essayé de rassembler des preuves, mais je n'en ai pas assez. J'ai entendu cet appel mais je ne l'ai pas enregistré. J'ai vu des messages suspects, mais Bastien verrouille tout et me surveille constamment. S'il se doute de quelque chose, nous sommes tous les deux en danger. C'est pourquoi je devais te faire sortir en premier. Je devais lui faire croire que je l'avais choisi, lui, contre toi. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les 650 000 € sont à moi, papa. Je les ai gagnés grâce à mon travail d'architecte aimé par dans des startups rachetées. Bastien pense que je gagne 30 000 € par an, alors que j'en gagne 120 000. J'ai caché cet argent pendant des années, au cas où. Va à Paris. Appartement 304, résidence Riverside, boulevard Pereire. La clé est scotchée à l'intérieur de cette enveloppe. Je pars ce soir. J'ai dit à Bastien que j'avais un rendez-vous client demain. Il me croit. Je t'attendrai. On va s'en sortir ensemble. Je t'aime, Camille. J'ai lu la lettre 2 fois. La pluie continuait de tomber, mais je ne la sentais plus. Je ressentais une rage immense envers Bastien, une fierté féroce pour Camille et une détermination glaciale. Ma fille avait tout risqué pour me sauver la vie. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de moi. Je suis allé chercher ma voiture garée plus loin et j'ai pris l'autoroute à 6 direction le nord. Pendant des mois, elle avait vécu avec un homme qui me voulait du mal, jouant son rôle tout en cherchant des preuves. Ma petite fille était devenue une guerrière, et c'était maintenant à mon tour de mener la danse. Bastien Castaldi avait commis une erreur fatale, il nous avait donné du temps. 3 heures plus tard, à 3 heures du matin, je me garais à Paris. Camille était arrivée peu avant. J'ai trouvé l'appartement 304. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Avant que je ne puisse la tourner, la porte s'est ouverte. Camille était là, les yeux gonflés par les larmes et l'épuisement. Elle a murmuré, « Papa », et sa voix s'est brisée. J'ai franchi le seuil et elle s'est effondrée dans mes bras en sanglotant. Nous sommes restés là, dans ce petit appartement parisien, l'un contre l'autre. Aucun de nous n'a parlé. Quand elle s'est enfin reculée, j'ai vu une femme qui avait traversé le feu pour sauver son père. J'ai détesté chaque seconde de ce que j'ai dû te dire, a-t-elle chuchoté. Tu m'as sauvé la vie, ai-je répondu. Tu n'as pas à t'excuser. Papa, quand j'ai dû te regarder dans les yeux et te traiter de fardeau, ça m'a presque brisé. Je le sais, je l'ai vu. Tu tremblais. Ce que tu as fait demande plus de courage que tout ce que j'ai vu dans ma vie. Tu n'es plus ma petite fille, tu es la personne la plus brave que je connaisse. Maintenant, montre-moi tout. Camille a ouvert son ordinateur et a lancé un enregistrement. La voix de Bastien résonnait, claire. Valérie, le vieux ne lâche rien. Il ne signera pas. La voix de Valérie répondait, alors on fait quoi, Bastien?
On passe à la méthode forte. Il a 62 ans, il vit avec nous. Un accident est si vite arrivé. Une chute dans l'escalier, un traumatisme crânien, et c'est fini. La police pensera à un malaise. Valérie demandait, et Camille? Bastien ricanait. Elle me fait une confiance aveugle. Une fois le vieux enterré, je jouerai le mari éploré. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. On vend la maison ou on l'hypothèque pour 2 millions, on paie les dettes et on se barre aux îles Caïmans. Valérie ajoutait, et si elle ne signe pas? Bastien marquait une pause. Alors elle aura un autre accident. L'enregistrement s'est arrêté. Mon visage est devenu froid comme la pierre. Camille m'a montré d'autres relevés bancaires révélant 3,2 millions d'euros manquants sur les comptes de Bastien. Des virements vers des comptes offshore. Des pertes au jeu dans des casinos à Monaco et Las Vegas. Des documents d'investisseurs falsifiés. Des photos de Bastien et Valérie ensemble dans des hôtels de luxe. Il me trompe depuis 2 ans, papa. Il utilise les compétences de Valérie pour masquer ses crimes. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour la justice. J'ai fixé les preuves. Tu as des enregistrements, des preuves financières, des photos. Pourquoi ça ne suffirait pas? J'ai fait des recherches, a dit Camille. Parler de faire du mal à quelqu'un n'est pas toujours suffisant pour des poursuites pénales lourdes. Un bon avocat dira que c'était de la frime ou des paroles en l'air. Nous avons besoin qu'il commette réellement un crime que nous pouvons prouver de manière irréfutable. Comme un faux en écriture publique, ai-je dit lentement. Exactement. Si tu disparais, il pensera avoir gagné. Il deviendra imprudent. Il falsifiera ta signature pour transférer la maison. C'est une fraude massive. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai souri légèrement. Est-ce que tu as toujours le numéro de Jean-Marc? Mon ancien camarade du service militaire qui est devenu détective privé? Oui. Appelle-le demain. Dis-lui tout. Ce matin-là, alors que l'aube se levait sur Paris, j'ai passé 2 appels. Le premier à Jean-Marc. Il a décroché dès la 2e sonnerie. Bernard? Ça fait 3 ans. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'a pas hésité une seconde. Je marche. On commence quand? Le second appel fut pour un expert comptable spécialisé recommandé par Jean-Marc. À midi, l'équipe était prête. À la tombée de la nuit, la stratégie était établie. Bastien Castaldi pensait jouer aux échecs, il ne se doutait pas que nous venions de renverser l'échiquier. Les 8 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. Je suis devenu un fantôme. Pas de téléphone, pas de carte bleue, aucune trace numérique. Je vivais dans cet appartement parisien comme un homme qui n'existait plus. À Lyon, Bastien fonçait droit dans chaque piège. Jean-Marc m'a aidé à disparaître complètement. On a loué l'appartement sous un faux nom. Camille m'a déclaré disparu auprès des voisins et de la police. Papa était dévasté après notre dispute, il est parti sans rien dire, racontait-elle, jouant la fille inquiète à la perfection. Bastien l'a réconforté publiquement. Il reviendra quand il se sera calmé. Les vieux sont têtus. En regardant les caméras cachées que Camille avait installées, je bouillonnais. Jean-Marc a même créé une fausse piste, un retrait d'argent avec une de mes cartes à Nice pour faire croire que j'avais quitté la région. Puis Bastien a mordu à l'hameçon. Semaine 1, il a engagé un faussaire. La caméra de Camille l'a filmé. J'ai besoin de signatures qui passent le contrôle notarial. Semaine 2, les signatures falsifiées sont apparues sur les documents de mutation de propriété. Jean-Marc a photographié Bastien au bureau des hypothèques. Semaine 3, Bastien a emmené Camille à la banque. Puisque ton père n'est plus là, nous devons protéger nos actifs. Il a hypothéqué la maison pour 2 millions d'euros. Camille, feignant la confusion, demandait, c'est légal sans papa? Bastien souriait, il a signé avant de partir, fais-moi confiance. Elle portait un micro, Jean-Marc enregistrait tout. Semaine 4, Bastien a remboursé ses dettes de jeu. Semaine 5, Bastien planifiait sa grande cérémonie, un nouveau complexe immobilier financé par l'argent volé. Il a invité investisseurs, presse et élus. C'est mon sacre, disait-il. Semaine 6 et 7, il devenait de plus en plus affectueux avec Camille, lui offrant des cadeaux coûteux.
Elle simulait la gratitude. Semaine 8, Valérie s'est presque installée à la maison pour finaliser le projet. Mais une découverte plus sombre nous attendait. Fin de la semaine 7, Camille m'a envoyé un nouvel enregistrement. Mon sang s'est glacé. Camille agit bizarrement, disait Bastien. Tu crois qu'elle sait? Demandait Valérie. Je ne sais pas. Elle est plus maligne que je ne le pensais. Si elle sait, elle devient un problème. Le vieux était facile à écarter. Mais Camille, si elle divorce, elle prend la moitié de tout. Je ne peux pas laisser faire ça. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus seulement pour moi. Ma fille était en danger de mort. Pour 8 semaines, j'avais été patient, mais cet enregistrement a tout changé. Ce n'était plus une question de justice ou de maison, c'était une question de survie. Il restait 2 semaines avant le triomphe de Bastien lors de sa soirée de gala. 2 semaines pour transformer son sacre en jugement dernier. Le 15 décembre était la date fatidique. Jean-Marc et moi étions prêts. L'appartement était couvert de preuves. Jean-Marc avait contacté une commissaire de la police judiciaire, spécialisée dans la criminalité financière, Karen Vallier. Nous surveillons Castaldi Immobilier depuis des mois pour fraude fiscale, nous a-t-elle dit. Mais vos preuves comblent tous les manques. C'est du solide, faux, usage de faux, abus de biens sociaux et complicité de tentative de meurtre. Il risque 15 à 20 ans. Elle a ajouté, mais nous devons l'arrêter proprement. Un cadre public, des témoins, pour qu'aucun avocat ne puisse contester. C'est pour ça qu'on va utiliser sa cérémonie au Palais des Congrès de Lyon, ai-je répondu. 200 invités, la presse, le maire. Il sera sur scène, convaincu d'avoir gagné. Le plan était finalisé. Des agents de la PJ seraient présents en civil. Au moment où la vidéo serait lancée, ils interviendraient. Sam et moi avons passé des jours à monter la vidéo. Elle commençait par l'annonce de ma disparition. Puis venaient les enregistrements audio sous-titrés. Les signatures falsifiées apparaissaient côte à côte avec les vraies. Les documents bancaires exposaient les détournements. Les photos de Bastien et Valérie s'affichaient. La révélation finale montrait que j'étais vivant. Jean-Marc avait installé un système de piratage informatique au Palais des Congrès. Une fois lancé, rien ne pourrait l'arrêter. J'ai enregistré la voix off, calme et posée. Ça doit être parfait, disait Jean-Marc. On n'a qu'une seule chance. La vidéo durait 12 minutes. Chaque seconde comptait. Je parlais à Camille tous les jours sur une ligne sécurisée. Elle était à bout de nerfs. Je ne sais pas si je peux tenir encore longtemps. Encore quelques jours, ma chérie. Tu es presque libre. Le soir de l'événement, à 18 h, j'étais dans les coulisses du Palais des Congrès de Lyon, portant le costume que j'avais mis pour la remise de diplôme de Camille. À travers l'entrebâillure du rideau, je voyais la salle comble. Le maire était au premier rang. Camille était au troisième, les mains jointes, le visage calme. Seul moi remarquais ses doigts tremblants. Puis Bastien Castaldi est monté sur scène dans son costume de créateur, souriant, saluant comme un roi. Il n'avait aucune idée que dans exactement 12 minutes, tout ce qu'il avait construit serait réduit en cendres. Les lumières se sont éteintes. Bastien s'est approché du micro. Mon cœur cognait dans ma poitrine. La scène était parfaite, un écran géant derrière lui, un pupitre marqué du logo Castaldi. Bastien a commencé avec une aisance déconcertante. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, chers partenaires. Ce soir marque plus qu'une simple pose de première pierre. C'est l'aboutissement d'une vision. Des diapositives montraient des rendus architecturaux luxueux. Ce projet va créer des centaines d'emplois. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous construisons la confiance. Dans l'ombre, je serrais les dents. Quelle hypocrisie. Bastien a désigné Camille. Rien de tout cela ne serait possible sans mon épouse incroyable, Camille. Ton soutien est tout pour moi. Camille a souri faiblement. Des applaudissements polis ont suivi. Bastien est devenu plus animé. Ce projet représente tout ce en quoi je crois, l'intégrité et la vision. Laissez-moi vous montrer l'avenir d'eux. L'écran est devenu noir. Le sourire de Bastien s'est figé. Un petit souci technique, un instant. Il a cliqué sur sa télécommande.
Rien. Les haut-parleurs ont émis un sifflement. Il s'est tourné vers la régie, furieux. Puis les enceintes ont tonné. Bonjour, Bastien. Surpris de m'entendre? Ma voix a résonné dans toute la halle. Bastien s'est liquéfié. Un murmure de confusion a parcouru l'assistance alors que l'écran se rallumait sur mon visage. Je m'appelle Bernard Morel, disait la vidéo. Il y a 3 mois, l'homme qui se tient devant vous a planifié ma disparition. Laissez-moi vous montrer comment. Bastien a tenté de couper son micro, mais il était déjà désactivé par Jean-Marc. Tous les regards étaient rivés sur l'écran. Titre, partie 1, complot. L'enregistrement audio a été diffusé. On passe à la méthode forte. Un accident est si vite arrivé. Des exclamations d'horreur ont éclaté dans la salle. La voix de Valérie suivait, et Camille? Et Bastien répondait, elle signera tout. On se barre aux îles Caïmans. Le maire fixait l'écran avec effroi. Les investisseurs commençaient à s'agiter. Camille restait immobile, des larmes coulant sur ses joues, mais ce n'était plus du jeu, c'était du soulagement. La vidéo a continué. Partie 2, la fraude. L'écran montrait mes vraies signatures à gauche et les fausses à droite. Le 3 octobre, Bastien Castaldi a engagé un faussaire pour voler ma maison. Puis les documents d'hypothèque de 2 millions d'euros sont apparus. Le 15 octobre, il a hypothéqué un bien qui ne lui appartenait pas. C'est un vol. Le silence était pesant. Bastien était livide, trempé de sueur. Puis vint là, partie 3, le détournement de fonds. Des graphiques montraient où était passé l'argent des investisseurs, casino de Monaco, comptes offshore au nom de Valérie Morin, voiture de luxe. La caméra de Jean-Marc a zoomé sur Valérie dans la salle. Elle a tenté de s'esquiver, mais des agents de la PJ bloquaient déjà les sorties. Elle s'est rassise, tremblante. La salle a explosé. C'est mon argent! Criait un investisseur. La dernière partie, le complot continue, révélait que Bastien envisageait de se débarrasser de Camille si elle devenait un obstacle. L'assemblée a suffoqué. La vidéo s'est terminée sur mon visage. Bastien Castaldi pensait que j'étais vieux, invisible et jetable. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Les lumières se sont éteintes. Un seul projecteur a éclairé le fond de l'allée centrale. Je suis apparu, bien vivant, et j'ai commencé à remonter l'allée. La foule a crié, applaudi, certains étaient en état de choc. J'ai marché droit vers la scène. Bastien était pétrifié. Tu étais censé être. A-t-il bégayé. Mort? Ai-je terminé en montant sur l'estrade. Désolé de te décevoir. Karen Vallier et son équipe sont intervenus. Bastien Castaldi, vous êtes en état d'arrestation pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'homicide. Les menottes ont claqué. Bastien se débattait, c'est un coup monté. Karen a répondu, nous avons des preuves pour chaque seconde de ce film. Au même moment, Valérie était arrêtée dans la salle. J'ai fait face à l'assistance. Je m'appelle Bernard Morel. J'ai 62 ans. Il y a 3 mois, cet homme a essayé de m'effacer. Il a échoué. Camille a rejoint la scène. Elle a regardé Bastien avec un mépris total. Je demande le divorce. Tu ne toucheras plus jamais un centime de mon argent. Puis elle s'est jetée dans mes bras. On a réussi, papa. Alors que Bastien était emmené sous les flashs des journalistes, je me suis senti enfin libre. La justice française a été implacable. Bastien Castaldi a été condamné à 12 ans de prison ferme. Valérie Morin a écopé de 6 ans pour complicité. La propriété de ma maison m'a été restituée et l'hypothèque annulée. Le divorce de Camille a été prononcé en un temps record. Elle a gardé ses économies et sa dignité. Au printemps, nous étions de nouveau dans la maison des Monts d'Or. Les pièces étaient vides. Ta mère t'a appris à cuisiner ici, ai-je dit dans la cuisine. Mais il y a trop de noirceur dans ces murs maintenant, a répondu Camille. Qu'est-ce qu'on fait, papa? On la vend. Et on construit quelque chose de nouveau. La maison a été vendue 2,5 millions d'euros. J'ai partagé la somme avec elle. Camille a utilisé sa part pour fonder Architecture pour tous, une agence spécialisée dans le logement social de qualité.
Elle est devenue une référence dans le milieu. J'ai utilisé ma part pour créer Les Bâtisseurs de demain, une association qui enseigne les métiers du bâtiment aux plus de 50 ans en reconversion et lutte contre l'isolement des seniors. Jean-Marc est devenu mon directeur technique. Camille et moi dînons ensemble chaque dimanche. Nous ne sommes plus seulement un père et sa fille, nous sommes des alliés, des survivants. Les gens me demandent souvent, « Bernard, comment as-tu fait pour revenir ?» Je leur réponds toujours la même chose, je n'ai pas fait un retour en arrière. J'ai avancé. Revenir en arrière, c'est vouloir redevenir celui qu'on était. Mais l'homme qui faisait trop confiance et acceptait l'irrespect n'existe plus. Avancer, c'est devenir quelqu'un de nouveau qui connaît sa valeur. L'âge n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse stratégique. Bastien avait 38 ans, il était impulsif et arrogant. J'en avais 62, j'étais patient et expérimenté. Et surtout, j'avais l'amour de ma fille. Ma fille a tout risqué pour moi, non par obligation, mais parce que nous avions construit un lien indestructible pendant 30 ans. Dieu m'a donné cette fondation, et c'est ce qui nous a sauvés.